crime qui ne se refuse pas. Le lieutenant Clark, de la police de Sydney en Australie, est satisfait. Voilà une enquête qui n'a pas duré longtemps. Il y a 3 jours, le 6 février 1980, un meurtre a été commis dans son quartier. Une femme de 55 ans, Penny Marshall, femme du banquier Nick Marshall, a été retrouvée étouffée avec son oreiller dans son luxueux pavillon au 1136 Queens Road. C'est en rentrant chez lui vers minuit que Nick Marshall a découvert le crime. Il a même rencontré l'assassin. Comme il pénétrait dans le jardin du pavillon, un homme l'a bousculé et s'est enfui en courant. Lorsque M. Marshall est arrivé dans la chambre de sa femme, il était trop tard. Elle était morte. Les bijoux qui se trouvaient dans un coffret sur sa table de nuit avaient disparu. Il n'a pas fallu 3 jours pour arrêter l'assassin. Il vient d'être dénoncé par le receleur à qui il essayait de revendre les bijoux. La police n'a eu qu'à le cueillir. Francis Barber, qui arrive dans le bureau du lieutenant Clark, menottes au poignet, est un jeune homme de 25 ans environ. Il a la tignasse rousse flamboyante. Devant le policier, il a un ricanement méprisant. « C'est le revendeur qui m'a dénoncé, hein ?» Le lieutenant Clark hausse les épaules. « Il faut comprendre. Il ne tenait pas à être mêlé à une affaire de meurtre. » L'attitude de Francis Barber change brusquement. Il perd son expression insolente. « Quel meurtre? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Le lieutenant Clark réplique avec quelque impatience. « Le meurtre de Peggy Marshall, évidemment. » Du coup, le visage du rouquin devient livide. « C'est pas vrai, je l'ai pas tué. » Le policier considère l'homme d'un air narquois. « Monsieur, c'est elle qui s'est suicidée en s'étouffant avec son oreiller, pendant que vous étiez en train de voler ses bijoux. Pas d'enfantillage, Barber. C'est vous qui aviez les bijoux. Et tout à l'heure, le mari de la victime va venir pour vous reconnaître. Le mieux, c'est d'avouer. » Francis Barber bondit sur son siège. « Mais je ne l'ai pas tué, je vous jure. Écoutez, je vais vous dire ce qui s'est passé. Je savais que les Marshall étaient riches, et j'avais préparé mon coup. Je pensais que ce jour-là, le pavillon était vide. Mais quand je suis entré, j'ai trouvé la femme dans son lit. Elle dormait. Le coffret à bijoux était sur sa table de nuit. J'ai réussi à le prendre sans la réveiller. À ce moment, j'ai entendu une voiture qui s'arrêtait dehors. C'était le mari qui rentrait. Alors je suis parti en courant. Je l'ai bousculé dans le jardin. Je vous jure que ça s'est passé comme ça, lieutenant. » Le lieutenant Clark ne répond même pas. Un de ses hommes vient de lui annoncer que M. Marshall était arrivé. Il le fait aussitôt entrer dans son bureau. Dès qu'il aperçoit Francis Barber, le banquier a une exclamation. « C'est lui, j'en suis sûr. Ses cheveux roux. Je ne peux pas me tromper. » Le lieutenant se tourne vers Francis Barber. « Alors, vous n'y êtes toujours ?» Le jeune homme s'agite frénétiquement. « Moi aussi je reconnais M. Marshall. C'est moi qui l'ai bousculé dans le jardin en m'enfuyant. Je n'ai jamais dit le contraire. Je n'ai jamais nié être le voleur. Mais ce n'est pas moi qui ai tué sa femme. Je jure devant Dieu. » Francis Barber jure son innocence avec la même conviction devant ses juges en novembre 1980. Voleur, oui. Assassin, jamais. Mais les charges contre lui sont accablantes. Il y a les bijoux et il y a le témoignage de Nick Marshall qui vient de le reconnaître formellement à la barre. L'avocat de Francis, d'ailleurs, parle des faits le moins possible. Il met en avant l'enfance malheureuse de son client. Son père a abandonné le foyer lorsqu'il était tout jeune. C'est sa mère qui l'a élevé dans des conditions difficiles. De plus, alors qu'il était enfant, Francis a fait une chute et a subi un grave traumatisme crânien. Pour toutes ces raisons, il mérite l'indulgence des juges. Et c'est effectivement ce qui se produit. Francis Barber est reconnu coupable, mais il bénéficie de circonstances atténuantes en raison de son passé. En conséquence, il est condamné à 15 ans de prison ferme. Avant d'être emmené par les gardes, Francis Barber a un dernier cri. « Je suis innocent! Je n'ai pas tué Madame Marshall !» Dans la salle, une femme d'une 50aine d'années, prématurément vieillie, se tourne vers son voisin. « Si le petit dit cela, c'est que c'est vrai. Quand c'est grave, il ne ment jamais. Je le prouverai, moi, qu'il est innocent. » Et Kate Barber, la mère de Francis, quitte le palais de justice de Sydney d'une démarche qui ne tremble pas. La condamnation de son fils ne l'a pas abattue. Au contraire, elle se sent une force dont elle ne se serait jamais crue capable. Elle sait exactement ce qu'elle va faire.
Un peu tremblante, son sac à main posé sur ses genoux, Kate Barber est assise, quelques jours plus tard, dans la salle d'attente du célèbre détective privé George Higgins. Dans son sac, elle a $1000. C'est le prix qu'elle a pu obtenir de la broche en rubis qui lui venait de sa mère. La seule chose de valeur qu'elle ait jamais possédée et dont elle avait juré de ne pas se séparer. Récemment, elle a lu dans les journaux que George Higgins avait résolu magistralement une affaire d'héritage. C'est en lui qu'elle a placé tous ses espoirs. Quelques minutes plus tard, elle explique son cas, tout intimidée, dans l'imposant bureau ultramoderne du détective. « Je connais mon Francis. Il a commencé à voler vers 17 ans parce qu'il ne trouvait pas de travail. Il faut dire que moi, je n'avais guère de quoi le nourrir. Je ne trouvais pas toujours suffisamment de ménage à faire. C'est vrai qu'il a été arrêté plusieurs fois et qu'il a fait un peu de prison, mais ce n'est pas un assassin. » Kate Barber fouille dans son sac et tend la liasse de $1000. « Je vous en supplie, monsieur le détective, trouvez le coupable. C'est tout ce que j'ai. Mais si ce n'est pas assez, je travaillerai jusqu'à la fin de ma vie pour vous payer. » George Higgins a un geste pour repousser les billets. « Gardez votre argent, madame Barber. Il vous est plus utile qu'à moi. Je travaillerai pour vous gratuitement. Le cas de votre fils m'intéresse. J'ai lu les comptes rendus dans les journaux et je trouve effectivement que son attitude n'est pas celle d'un coupable. » Il coupe court aux effusions de Kate Barber. « Ne me remerciez pas, madame Barber. C'est intéressé, dans un sens. Si je réussis, pensez à la publicité que cela me fera. » Et il ajoute, « Voyez-vous, je sais même par où commencer. Je me suis toujours demandé pourquoi la police n'avait pas enquêté sur le mari. Eh bien, moi, je vais le faire. » Rarement le travail de George Higgins n'aura été aussi rapide et aussi productif. En moins d'une semaine, il a appris sur Nick Marshall des choses qui sont loin d'être dépourvues d'intérêt. D'abord, ce n'est pas de lui que vient sa fortune, mais de sa femme. Peggy Marshall, qu'il a épousée en 1948, était la fille unique du richissime fermier. C'est en faisant des placements avec l'argent de ses beaux-parents que Nick s'est lancé dans la banque. Mais ce n'est pas tout. En filant Nick Marshall, le détective découvre qu'il a une maîtresse, une certaine Olivia Bedford, 28 ans, son ancienne secrétaire, qu'il a installée dans un luxueux appartement de Sydney. C'est ce travail qu'aurait dû faire la police. Et George Higgins le dit franchement au lieutenant Clark. Higgins est lui-même un ancien policier et il a gardé de bons rapports avec beaucoup de ses ex-collègues. Une jeune maîtresse, une femme vieillissante dont il ne peut divorcer sous peine de tout perdre. Cela fait un excellent mobile, vous ne trouvez pas, lieutenant ? Le lieutenant Clark a écouté avec beaucoup d'intérêt les révélations du détective. Il éprouve le besoin de se justifier. « J'avoue que je n'ai pas fait enquêter sur le mari. La culpabilité de Barber me semblait tellement évidente. Je n'aurais pas imaginé une chose aussi diabolique. » George Higgins approuve de la tête. « Oui, c'est un chef-d'œuvre de sang-froid. » Après avoir été bousculé par Barber, Nick Marshall se précipite chez lui et trouve sa femme encore endormie. Sur la table de nuit, les bijoux ont disparu. Alors il a une idée fulgurante. Il faut saisir cette occasion unique. Il prend l'oreiller et étouffe Peggy. Le coupable ne pourrait être que le voleur, que la femme aura surpris en se réveillant. Un crime pareil, cela ne se refuse pas. Évidemment. Mais l'autre version est tout aussi plausible. Francis Barber peut fort bien être l'assassin. Vous avez peut-être raison. Moi-même, je ne suis pas certain que Nick Marshall ait tué sa femme, mais je pense avoir un moyen de connaître la vérité. Seulement, je pourrais avoir besoin de votre neutralité bienveillante et éventuellement de votre aide, car le moyen en question n'est pas très orthodoxe. Quelque temps plus tard, après avoir exposé son plan, George Higgins s'en va, assuré d'avoir l'appui de la police. Son enquête, d'un genre un peu spécial, va commencer. Le jour même, il appelle le banquier chez lui. « Bonjour, monsieur Marshall. Excusez-moi de ne pas dire mon nom, mais j'ai une affaire à vous proposer. » Higgins sent que son interlocuteur va raccrocher. Il enchaîne. « Je vous appelle à propos de Miss Bedford. » Il y a un silence au bout du fil. « J'exerce la profession de voleur, monsieur Marshall, et j'ai été tout à l'heure cambriolé chez Olivia Bedford. Je n'ai pas trouvé de bijoux ni d'argent, mais quelque chose de beaucoup plus intéressant. » Marshall l'interrompt sèchement. « C'est une mauvaise plaisanterie. Je ne connais pas de Miss Bedford. » Le détective poursuit imperturbablement. « Si, vous la connaissez. Mais vous ne saviez sans doute pas qu'elle tenait son journal intime. Je l'ai sous les yeux.
Elle raconte tout sur votre liaison. Elle était votre secrétaire et vous l'avez séduite. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que je lis à la date du 7 février 1980, le lendemain du meurtre de votre femme. Olivia Bedford a écrit « Nick m'a avoué qu'il avait tué Peggy. C'est terrible. Vous savez ce qui serait encore plus terrible, monsieur Marshall ? Ce serait que la police reçoive ce document. » Il y a de nouveau un silence dans l'écouteur. Quelle va être la réaction du banquier ? C'est l'instant de vérité. La réaction de Nick Marshall tient en un seul mot. « Combien ?» George Higgins avait préparé sa réponse. 20 000 $ demain à 18h, dans le cimetière nord de Sydney, 3e allée. Et il raccroche. Il n'a plus maintenant qu'à appeler le lieutenant Clark pour lui faire part du résultat de sa manœuvre, et lui demander des forces de police pour arrêter Marshall lorsqu'il se présenterait avec la rançon. Le lieutenant lui donne son accord, mais il se fait préciser un détail. Je ne comprends pas pourquoi Marshall n'a pas d'abord vérifié auprès de Miss Bedford cette histoire de journal intime. Higgins réplique sur un ton de satisfaction. Je savais que Miss Bedford était en ce moment en voyage à l'autre bout du monde, en Angleterre. Il est impossible de la joindre. Comme vous le voyez, lieutenant, il était coincé. Le lendemain à 18h, caché derrière les tombes du cimetière nord de Sydney, le lieutenant Clark et ses hommes voient arriver Nick Marshall, une serviette sous le bras. L'homme est aussitôt cerné et arrêté. La serviette contient 20 000 $ en petites coupures. Le lieutenant lance au banquier. « Il va falloir que nous ayons une conversation, monsieur Marshall. » Nick Marshall, d'abord figé par la surprise, retrouve vite sa combativité. « Et alors, cet argent est à moi, je ne l'ai pas volé. J'ai le droit de me promener avec 20 000 $ sur moi. En petites coupures ? Dans un cimetière ? Parfaitement. Citez-moi la loi qui interdit de se promener avec 20 000 $ en petites coupures dans un cimetière. » Nous avons nos informations, monsieur Marshall. Nous savons parfaitement que vous vouliez racheter le journal intime de votre maîtresse, Olivia Bedford. Où figurent vos aveux pour le maître de votre femme. Quel journal intime ? Montrez-le-moi. Le policier sent que sa position est délicate. Il faudra quand même me donner une explication, monsieur Marshall. Eh bien, soit, je suis effectivement victime d'un chantage concernant Miss Bedford, qui est bien ma maîtresse. Un homme dans ma situation ne peut se permettre de laisser circuler certains bruits. Mais la mort de ma femme n'a rien à voir dans tout cela. C'est une calomnie indigne. Le lieutenant Clark n'insiste pas. Nick Marshall a raison. Il n'y a aucune preuve réelle contre lui, et il n'est pas n'importe qui. Le garder en prison, c'est prendre un gros risque. Mais le policier est désormais certain de sa culpabilité. Il refuse de le libérer. Il attendra toute la durée du délai de garde à vue en espérant qu'il se produira d'ici là un fait nouveau. Et le fait nouveau se produit effectivement le lendemain sous la forme de l'avion Londres-Sydney. Olivia Bedford rentre ce jour-là en Angleterre. Immédiatement renseigné par la police de l'aéroport, le lieutenant Clark l'a fait arrêter et conduire dans son bureau pour la confronter avec Marshall. Dès que la jeune femme se trouve en présence de son amant, elle a une réaction de panique. « Ce n'est pas vrai, je ne suis pas sa complice. Il a agi seul, je vous le jure. » Nick Marshall devient très pâle. Il sait qu'il a perdu la partie. Il lance à la jeune femme « Pourquoi avoir tenu un journal intime, espèce d'idiote ?» Olivia Bedford tourne vers lui un regard surpris. « Quel journal ? Je ne sais pas de quoi tu veux parler. » Le banquier a une grimace à l'adresse du policier. « Chapeau, c'était très fort. Pas très régulier, mais très fort. » Le juge d'instruction a décidé de libérer Francis Barber sur le champ. Bien sûr, sa culpabilité en ce qui concerne le cambriolage aurait justifié une détention plus longue. Mais étant donné les preuves qu'il venait de subir, le magistrat l'a fait bénéficier d'une liberté sous condition. Le banquier et sa maîtresse ont été jugés en juin 1981. Olivia Bedford a été acquittée et Nick Marshall condamné à la prison à vie. Quant à Francis Barber, il a trouvé un emploi. Il est maintenant garçon de course chez George Higgins, détective privé.